L'émission d'aujourd'hui va être en deux parties. La première partie, c'est répondre aux questions, parce qu'il est bien normal que des hommes et des femmes sérieux puissent poser des questions à la suite d'une intervention comme celle que j'ai faite la dernière fois. Donc, c'est tout à fait légitime que ces questions viennent. Je vous ai dit que notre équipe travaille à récolter toutes ces questions et vous pouvez vous sentir la liberté de le faire. Donc, c'est pour cela nous posons dès le début des réponses pour dire que l'accord cadre qui a été signé est un grand piège et nous expliquons en quoi est-ce que cet accord cadre non pas passera par un parlement, parce qu'en fait il est déjà mis en exécution, mais que le Congo doit sortir cet accord cadre à travers les voies arbitrales. Et à travers les voies arbitrales, on va mettre en exergue ce que j'appelle la clause pathologique. Pas moi, mais les grands techniciens, les experts en la matière appellent la clause pathologique. La deuxième partie de l'émission va consister en une réponse, et je dirais une réponse d'un chrétien blessé par le comportement de l'Église. Il faut savoir que je suis aussi l'Église catholique. Mon père était catholique et je suis, pour beaucoup de raisons que je ne peux pas exposer ici, très lié à cette Église catholique. C'est pour cela que quand il y a des comportements que ceux, je dirais aussi ignobles, que ceux que l'Église catholique a eus pour venir au soutien, voler au secours de Ndengue, de voler au secours de Sassou Nguesso. Je ne peux pas rester sensible. Pourquoi j'exprime mon point de vue, disons, très déconcerté sur le fonctionnement, le positionnement de l'Église catholique qui ne défend plus son troupeau et son peuple au Congo. Madame, Monsieur, vous êtes sur R7 et aujourd'hui, dimanche, le 9 juin 2024, nous sommes dans le grand procès. Vous êtes les bienvenus et nous allons donner une suite aux questions qui se sont levées, qui ont été soulevées par beaucoup d'auditeurs et des téléspectateurs à la suite de notre émission passée. Deux questions qui ont été posées. La première, c'est de dire, de demander de mieux expliquer la question de la pathologie au niveau contractuel. Et puis, l'autre question, c'est de dire, mais maître, vous parlez des lois, vous parlez des accords qui n'ont pas été approuvés par le peuple, en l'occurrence par le Parlement. Alors, à ces deux questions, je pense que le premier élément de la question, c'est de dire la pathologie au niveau contractuel est un élément, évidemment, je dirais, du haut droit. Hein. Ce n'est pas donné à tous les juristes de pouvoir l'expérimenter, mais c'est vraiment un mode qui existe, un mode qui permet de réparer les contrats et réparer, quitte à conduire les contrats dans l'annulation. Ce mot de pathologie, ce qu'on appelle la clause pathologique, est très, très, très présente dans les contrats dans lesquels on invoque l'arbitrage. C'est-à-dire que l'arbitre soit celui qui va dire le droit, qui va, souvent le droit, c'est le droit du jus cogens, qui permet de dire que ce contrat, cette convention
elle est valide et elle permet de continuer à exister. Ou bien que le contrat tel qu'il est élaboré, il y a tellement de pathologies, il y a tellement d'éléments qui conduisent à la nullité qu'il faille annuler ce contrat. Et ce que les Congolais sans doute n'ont pas regardé, c'est que, en fait, euh, je dirais, la manière de dénonciation qui a été explicitement énoncée, elle est, je dirais, comment on appelle ça? C'est-à-dire que c'est même pas abusif, mais elle est uniquement énoncée comme cela pour la forme. Et d'autant, ça vous savez bien, comme je l'ai souligné, que c'est sous 11 ans que l'on peut être amené à dénoncer par voie diplomatique, ainsi de suite. Mais en réalité, l'affectation du contrat, s'il y avait un contentieux, et à l'intérieur aussi de cette convention, ça se fait par voie arbitrale. Et donc, les arbitres, les vrais arbitres, connaissent bien ce qu'on appelle la clause pathologique. Donc, c'est pour cela que, en réalité, ce contrat que voilà, la convention que voilà, est une convention qui doit être examinée par un juge, par un arbitre, un juge arbitre. Mais il ne s'agit plus du juge classique, du juge public, ainsi de suite. Et cela ne peut pas se faire. Et cela est vraiment important à connaître et à savoir que le Congo a signé une convention que s'il faut attendre les voies diplomatiques, ben, il faudrait attendre 11 ans pour pouvoir le dénoncer. Ou autrement, on peut le faire non pas par les tribunaux judiciaires, mais par les tribunaux arbitraux. Le tribunal arbitral est composé des arbitres. Le principe, je pense que tout le monde le connaît, qu'on désigne un arbitre. En l'occurrence, le Congo doit désigner un arbitre. Et une fois que le Congo a désigné un arbitre, maintenant, cet arbitre prend contact avec la partie adverse, là, en l'occurrence, le Rwanda. Et le Congo, dans ce cas, le Rwanda désigne un autre arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. C'est ce qu'on appelle en fait le tribunal judiciaire. Autrement, les deux parties peuvent convenir uniquement d'avoir un seul et même arbitre. Voilà, ça c'est le droit arbitral et le droit sur lequel beaucoup de conventions internationales se reposent. Et je peux citer un cas qui est très connu, qui est très célèbre même dans les hautes études du droit, un cas qui est très étudié, c'est le cas de la Libye. Quand les jeunes Libyens avaient pris le pouvoir, ils s'étaient attaqués à Texaco. Or, à l'époque, Texaco, c'est un peu comme Total chez nous, au Congo, et Texaco représentait pratiquement la puissance américaine. Donc, vous voyez bien que les parties étaient inégales. Et donc, quand euh, le jeune Libyen décide que le contrat doit être revu, doit être regardé, et on regarde, il s'est bien rendu compte que les fausses sont illégales, mais que s'il allait à travers les tribunaux classiques, il allait perdre. Mais il fallait désigner un arbitre. L'arbitre, quand il est désigné, il y va un peu de son honneur, de sa force, de sa puissance, et l'arbitre, contre toute attente, a conclu que la Libye avait raison. Et vous voyez bien que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et une fois que la Libye a été désignée comme étant, euh, le, comme étant le pays qui avait raison contre un autre pays, en l'occurrence les États-Unis, et la Libye a été dédommagée, mais des sommes importantes. Et non seulement des sommes importantes, mais la continuité de l'affaire, c'est-à-dire la gestion du pétrole, la Libye a pu la récupérer. Donc, vous voyez que là, il suffit de choisir les bons arbitres et on n'est pas un peu dans les aléas de la corruption des tribunaux classiques. Les tribunaux classiques. Donc, c'est pour cela qu'il est vraiment, il me paraît important que
juristes, que le Congo puisse avoir des bons juristes qui peuvent invoquer ce genre de choses. Je pense que le Gabon a bénéficié aussi d'une jurisprudence dans ce sens. Et en l'occurrence, un contrat aussi qui touche le pétrole, un des contrats a été annulé sur la base de la clause pathologique. Donc, vous voyez, c'est des outils, des instruments. Faire du droit, c'est vraiment comprendre comment fonctionne le droit. Et souvent, d'ailleurs, j'ai coutume à dire à mes collègues avec qui je travaille, au cabinet, comme au ministère de la Justice de l'État de Savoie, que le droit est une arme de combat. Donc, voilà ce point. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions, ou s'il y en a, on tentera d'y répondre. Je connais des cabinets qui sont capables d'évoquer cela, mais dans ce cas, il faudrait que les Congolais apprennent à payer les honoraires. Parce que souvent, on a le sentiment que tout fonctionne dans la gratuité. Là, on fait appel vraiment aux grandes intelligences et aux intelligences aussi de ce monde, donc qui sont, qui ont un prix. C'est des actes que l'on fait moyennant un prix. Et on ne se libère jamais par rapport à la gratuité. Et il faut savoir mettre la main dans la poche, la main à la pâte, pour que un revenu soit attribué à des vrais cabinets d'arbitrage qui vont régler ce problème par voie de loi. Maintenant, l'autre question que notre équipe a relevée, c'est la question qui consiste à dire, mais maître, vous parlez des affaires, et ces affaires-là, le Congo du moins, c'est le Parlement, n'a pas donné son accord. Bon, il est clair que même si le Parlement tel qu'il est énoncé, même si le Congo, peut-être que je l'ai vu fonctionner, si le Congo avait confié son affaire à ce Parlement, mais ce Parlement dirait oui, parce que c'est un peu comme on dit le Parlement de Godillot. Mais du point de vue du droit, toujours, vous savez il y a certaines normes qui sont établies qui permettent au Parlement de pouvoir donner un accord. C'est-à-dire que toutes les conventions, tous les traités ne demandent pas forcément que le Parlement puisse donner son accord. Et dans le cas d'espèce, il faudrait savoir que le Congo est lié par cela, ce qu'ils appellent des accords cadres. Ceux qui ont travaillé dans les grandes entreprises savent ce que c'est qu'un accord cadre. Un accord cadre, c'est un accord qui, je dirais, qui planifie les demandes, qui planifie les commandes. C'est-à-dire, par exemple, les grandes entreprises, je pense que France est à EDF, mais il y a aussi des sociétés comme Total et les autres qui négocient un accord sur une année, 2 années, ainsi de suite, et cet accord planifie les commandes qui seront faites. Et là, quand il s'agit des accords cadres publics, c'est aussi le même schéma. C'est-à-dire que ces accords sont comme des conventions, de l'anticipation. Et comme c'est l'anticipation, il n'y a pas besoin que ce soit le Parlement qui puisse donner son accord. Mais le paradoxe de cela, c'est que même si le Parlement n'est pas sollicité pour signer les accords, le pays est tout de même lié, le Congo en l'occurrence est tout de même lié par la signature de ces accords. Maintenant, le principe, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur un ensemble d'activités, un ensemble de commandes qui sont prévues, mais chaque commande fera l'objet disons, d'une décision, d'un traité, mais qui soit un traité très clair, un traité cette fois qui engage l'État. Et donc, c'est ces traités-là qui sont soumis disons, à l'Assemblée nationale. Et il y a souvent une loi du Parlement qui permet, qui autorise que cette demande explicite
soit ratifié par le Parlement, soit ratifié, en l'occurrence, par le président de la République. Et, et, et donc, l'accord cadre, je dirais, c'est comme des accords de négociation, des accords qui existent en tant que tels. Mais paradoxalement, et c'est là peut-être qu'il y a le piège dans lequel le Congo est tombé, et déjà, c'est que cet accord cadre qui n'engage pas la souveraineté totale de l'État est tout de même un engagement, Et à ce titre, évidemment, on tombe un peu dans le fameux pacta sum servanda, c'est-à-dire que c'est un accord qui a été signé, et comme il a été signé, en l'occurrence par Kiki du côté congolais, et comme il a été signé, naturellement, il est important qu'il soit exécuté. Et l'exécution, dans ce cas, se fait sur un mode sur lequel j'ai beaucoup hésité à répondre, mais je crois que si ça donne des éléments de réaction aux Congolais, il est important de le savoir. C'est que une convention comme celle-là, ces accords qui ont été signés, ces accords cadres, peuvent être exécutés de manière, disons, provisoire. On peut engager des actions de manière provisoire. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Vous avez entendu Sassou, comment il s'appelle, Kiki Sassou, je ne sais pas comment il s'appelle ce jeune-là, dire à Maluku, on a déjà fait cela, à X, on a déjà fait telle chose. Évidemment, tout le monde, beaucoup de personnes, j'ai entendu des réactions disant oh là là, attends, mais tout ça, on peut l'annuler parce que ça a été simplement, le Parlement n'avait pas donné son accord. Non, c'est l'exécution provisoire, euh, de la Convention, l'exécution provisoire des accords cadres. Donc, ils sont en droit de pouvoir les exécuter. C'est un peu cynique de dire cela, mais c'est cela la vigilance. Quand on dit qu'il faut renverser ce pouvoir, ce n'est pas de la fumisterie, c'est une réalité que le Congo est pris dans un piège important. Et je suis sûr qu'à côté de cela, il y a beaucoup de contrats qui ont été signés comme cela, sur lesquels on n'a pas une mise, on n'a pas on n'a pas moi je peux appeler ça une mainmise, on n'a pas une mainmise. Donc l'exécution provisoire a conduit à cela. Et c'est tellement que même les fameuses terres qui ont été bradées, et les deux États le considèrent comme étant dans le cas de l'exécution provisoire. Et c'est pour cela que le combat congolais doit être un combat réaliste et réel, qu'il ne faut pas vivre dans une sorte d'illusion qui consiste à dire oh, de toutes les façons, ces accords ne peuvent pas prospérer parce que notre Parlement ne l'a pas validé. Et en fait, non, l'accord cadre est validé, malheureusement. L'accord cadre est vraiment en plein exercice. Et comme il est en plein exercice, donc nous sommes dans une situation qui frise la catastrophe. Et, et, et donc, c'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire, il faut que, de manière rapide, qu'il soit saisi un arbitre et que cet arbitre puisse tenir compte des clauses pathologiques. J'en ai cité une qui est capitale, mais d'autres, beaucoup de clauses pathologiques à l'intérieur. Du moins, en fait, c'est un contrat qui a été fait pour pêcher le Congo et faire en sorte que le Congo soit hors de ses capacités. Et Sassou et consorts, c'est pas des juristes. La plupart de leurs juristes, c'est des gens qui viennent pour le profit et non pas des gens qui font vraiment de véritables analyses. Donc évidemment, nous sommes dans une situation grave et il faut réagir maintenant. Il ne faut pas attendre dans un an, dans 2 ans. On va entrer dans quelque chose qui est catastrophique. Et ce petit Congo va être un petit grand souvenir parce que simplement, le Congo a admis à sa tête
des dirigeants qui ne sont pas des vrais dirigeants, des gens qui n'aiment pas leur pays et des gens qui manquent d'intelligence juridique et peut-être aussi simplement de l'intelligence politique. Voilà, bon courage et surtout méditez bien cela. Ne vivez pas dans l'illusion que le Parlement n'a pas donné son accord. Vous êtes liés. L'Église a réagi en entourant et je dirais en venant au soutien de Sassou Nguesso par rapport au problème des terres. Je dirais que l'Église s'est trompée et l'Église a trompé son peuple en venant soutenir Sassou et qui jusqu'à présent a toujours utilisé l'Église pour pouvoir asseoir son pouvoir. Non seulement moi j'ai confiance en l'Esprit de Dieu qui anime l'Église et également que j'ai la grande conscience que dans l'Église, en l'occurrence l'Église catholique, mais pas seulement, il y a des hommes droits et des femmes aussi convaincus de la vérité et convaincus du fait que c'est la vérité qui rend libre, mais également, malheureusement, la partie adverse, en l'occurrence le pouvoir, connaît la puissance sociale de l'Église. Et c'est pour cela que l'Église est utilisée. Et même de plus en plus, je lis des choses assez graves où l'on semble dire que l'Église a reçu de l'argent contre ses prises de position. Et c'est vrai que ce fonctionnement est un fonctionnement qui enlève la confiance à l'Église. Mais l'Église est ce que l'on appelle la lumière du monde. L'Église représente vraiment la seule lumière qui sur la terre existe. Et donc, quand l'Église se trompe, elle entraîne beaucoup de gens derrière. Et quand l'Église devient faible, le problème, c'est qu'elle justifie les puissances qui sont là pour détruire, pour ruiner le peuple. Et c'est pour cela que, par rapport à cette affaire des terres, en l'occurrence, si l'Église manque de juristes pour analyser, interpréter les choses, je pense qu'on peut l'aider, on peut lui montrer les chemins. Et les interventions que nous faisons sur le grand procès permettent de donner aussi des points clés pour faire l'exégèse des actes de droit ou des actes politiques qui pourraient demander une autre intelligence que l'intelligence théologique. Et là, dans le cas d'espèce, les terres ont été bien vendues. Et là, dans le cas d'espèce, il y a bien des victimes. Et ces victimes, c'est quoi? C'est le peuple congolais. Et là, dans le cas d'espèce, le peuple congolais qui est terrifié par des guerres, des guerres successives, par des génocides pratiqués, n'a pas la force de se mettre debout pour dire à l'État, stop, vous arrêtez. Et les peuples qui ont été dans le monde, qui ont été libérés par des hommes et des femmes vraiment. Je pense au peuple noir en Amérique du Nord. Et Martin Luther King, le pasteur Martin Luther King, a eu le courage, je dirais pratiquement même au détriment de sa propre vie et de sa famille, a eu le courage de se lever au nom de Jésus. Et je crois que c'est la puissance la plus invincible que cette puissance que Jésus est venu annoncer sur cette terre. Et donc, tous ceux ou toutes celles qui se recommandent de Jésus devraient avoir ce courage qu'a eu Martin Luther King. En Afrique du Sud, nous avons eu Desmond Tutu, qui a été au moment le plus dur de l'apartheid, qui a été un homme qui s'est levé.
qui s'est battu nationalement, internationalement, et il a été écouté. C'est lui qui a permis aussi l'éclosion, Martin, parlant de Mandela. Et donc, il y a là des choses importantes. Gandhi, en Inde, certes, il n'avait pas un titre sacerdotal, quoique, si, il avait. Il était Mahatma Gandhi était un homme intelligent, un grand avocat, un confrère avocat, mais qui a eu le courage de dire non à la puissance anglaise. Attention, vous pourrez savoir qu'au moment où il a dit non, l'Angleterre faisait partie des plus grandes puissances du monde, qui a succédé à la puissance maritime du Portugal. Donc, il faut du courage. Paul Tillich appelait cela le courage d'être. Il faut vraiment avoir du courage, parce que s'il n'y a pas de courage, ben, on va continuer à vous assommer, vous, surtout les prélats. Nous avons eu et nous continuons tous à déplorer l'assassinat. Pour moi, c'est un assassinat de Monseigneur, le cardinal Yeyenda. Mais déplorer c'est une chose, regretter c'est une chose. Mais peut-être maintenant, il faut avoir le courage, il faut prendre conscience que vous, en tant qu'Église, surtout l'Église catholique, vous avez des moyens de puissance. Et donc, travailler autrement. Arrêtez d'être des pions que Sassou peut utiliser comme il peut utiliser. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? L'argent? Qu'est-ce qui vous manque? La conscience? Qu'est-ce qui vous manque? L'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui vous manque? Vous risquez de faire perdre la foi à beaucoup de personnes. Parce qu'au fond, cette Église qui se met au service d'un mécréant comme Sassou, qui joue avec vous, mais va devenir une Église qui se ridiculise. J'ai envie de vous dire, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous parce que c'est vous la lumière du Congo. Ressaisissez-vous parce que n'ayez pas peur. Prenons l'exemple de Kinshasa. Quand je regarde le Congo démocratique, il y a eu beaucoup de prélats et qui jusqu'à présent savent élever la voix pour dire que cela ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et vous, au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi ça signifie quoi de se mettre derrière Sassou? Les crimes qu'il a commis ne suffisent pas? Et si avant de mourir, il cherche à embraser le Congo, c'est vous qui devriez anticiper. C'est vous qui devriez être présent. Et ce que j'ai dit à l'Église catholique, je le dis aussi aux pasteurs protestants, je le dis aussi à beaucoup de membres des cultes. Parce qu'il est vraiment important qu'un peuple puisse avoir des repères. Parce que la terre est un don de Dieu. Parce que dans Genèse, Dieu dit, voilà, je vous donne la terre et cultivez-la, défendez-la. Et donc, lorsque un peuple manque de terre et qu'elle crie au secours, il ne faut pas que l'Église ou les protestants ou qui que ce soit, par leur silence ou par leurs actions, se mettent du côté de ceux qui viennent leur ravir la terre. Et si on fonctionne sous cet angle-là, l'Église perd sa crédibilité. Mais c'est encore aller plus loin. Vous pouvez invoquer le texte de Romains qui dit que toute puissance est établie par Dieu. Donc, vous considérez que Sassou est une puissance établie par Dieu. Mais il y a eu, dans le temps, des théologiens comme Thomas d'Aquin, comme Martin Luther King, dont je vous ai parlé, je crois que c'est dans sa lettre de la prison, où ils disent, oui, toute autorité vient de Dieu, mais il y a des autorités justes. Il y a ceux qui pratiquent la justice. Donc, ils obéissent à Dieu
Et c'est pour cela que ces autorités-là méritent le respect et méritent la considération. Donc, pour le cas d'espèce, un homme qui est criminel depuis le début et jusqu'à maintenant, un homme qui a ordonné de lui-même le génocide de Larry dont j'ai parlé, un homme qui a mis toute la partie du Nord sous sa botte, où maintenant nos frères du Nord se réveillent maintenant et prennent conscience que le Sassou qu'ils ont protégé n'est réellement pas un ami pour eux, des amis en danger. Et un homme qui quotidiennement ne mérite que le mal du Congo, le mal à faire au Congo, je crois qu'il ne devrait pas mériter que vous mettiez à genoux devant cet homme. Vous avez la puissance. Vous avez la puissance de Dieu. Ce que le titre que vous avez n'est pas un titre honorifique, tout au moins si vous avez été appelé par ce qu'on appelle la vocation, vocare, si c'est Dieu qui vous a appelé, et il est nécessaire que vous compreniez pourquoi vous avez été appelé. Et ce n'est pas un pouvoir qui vous a établi. Et c'est peut-être aussi en étant fort, en tant qu'Église, en tant que serviteur de Dieu, que vous allez réunir le Congo tout entier. Parce que les Congolais ont besoin de repères. Et le Congo, c'est une église qui est répandue à travers le temps et qui s'est constituée à travers le temps dans toutes les parties du Congo. Et donc, quand je dis que l'église ou les religieux de manière générale doivent être l'appui, doivent être celui vers qui, celle ou celle vers qui ils viendront se réfugier. Si l'église, plutôt catholique, garde ce qu'on appelle la maternité de l'Église, en l'occurrence quand il parle de Marie, qui est la mère de Dieu, cette catholicité, cette sorte de maternité de l'Église, l'Église devient le lieu de référence, le lieu où on se restaure, le lieu où on peut venir se cacher quand l'extérieur menace, quand les armes menacent. Mais c'est quoi cette Église? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous appelle vraiment au sursaut. Je vous appelle à la prise de conscience. Il ne s'agit pas d'un jeu. Il ne s'agit pas d'obéir au diable. Il s'agit de dire au diable, voilà tes limites. Arrière de moi, Satan. C'est ce que Jésus avait dit, même à Pierre. Et si cette église, la vôtre, n'est devenue qu'un lieu de refuge de Satan, je dis aujourd'hui, au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Parce que l'église que je veux, c'est l'église qui donne la dignité. C'est l'église où il y a un homme qui a dit, rien ne peut me séparer l'amour de Dieu, ni la peur, ni l'angoisse, ni la faim, ni tout ce qui existe sur le monde, ni donc des petits pouvoirs comme ceux de Sassou. Et rien ne doit me séparer de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est manifesté par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est celui par lequel vous êtes devenus des évêques, vous êtes devenus des prêtres, vous êtes devenus des pasteurs. Alors, vous avez un peuple qui tous les dimanches vient prier et qui se sent abandonné réellement. Quand ils n'ont pas d'eau, vous avez l'eau. Quand ils n'ont pas d'électricité, vous avez l'électricité. Alors, donc c'est ça que vous avez signé comme pacte avec Sassou Nguesso. Et c'est ça qui fait que vous fermez les yeux à la mort programmée de votre peuple. J'apprends d'ici que beaucoup maintenant ont des cerveaux, des poumons remplis d'eau, parce que l'eau est mauvaise, parce qu'ils mettent derrière de la javel, et en consommant cela, ça les rend malades. Et si tu as beaucoup d'enfants qui en meurent, et quand est-ce que vous allez revendiquer, justement, le pouvoir qu'il fasse réellement ce pourquoi, au moins, il s'est autoproclamé président.
Qui êtes-vous? Êtes-vous toujours l'Église? Qui êtes-vous? Devons-nous demander à l'Esprit de Dieu de vous sanctionner si vous n'êtes plus sur la voie de Dieu? Qui êtes-vous? Pour qui travaillez-vous? Voilà ces questions fraternellement que vraiment je vous pose et je vous mets en demeure d'arrêter de suivre ce sou parce que vous risquez de perdre ceux et celles qui ont eu confiance en Jésus-Christ. Réveillez-vous, 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 Église, devenez les défenseurs du pauvre, devenez les défenseurs des orphelins, devenez les défenseurs de celles et ceux qui sont des veuves et des veufs. Devenez les défenseurs d'un peuple qui ne sait plus quoi manger à midi, quoi manger le soir. Sinon, ce peuple, tôt ou tard, vous mettra au rang des criminels, ce que je ne souhaite pas. Réveillez-vous. Je vous remercie.